Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, la saison des tornades a débuté aux États-Unis, année particulièrement intense. Plus de 120 phénomènes enregistrés en une semaine. L'Oklahoma est particulièrement touché, vous verrez. Il leur promet de régler leurs frais universitaires. L'Afro-Américain le plus riche des États-Unis a fait sensation le week-end dernier en offrant de solder les dettes de près de 400 étudiants. Le coût des formations fait actuellement débat outre-Atlantique. Et puis Cristina Kirchner renonce à la course à la présidentielle. L'ex-chef de l'État péroniste l'a annoncé à l'ouverture de son procès pour corruption. Notre image de la semaine tout d'abord, et elle fait froid dans le dos. La saison des tornades a donc débuté aux États-Unis. Comme chaque année, des phénomènes dévastateurs ont commencé à balayer les immenses plaines du Midwest. Les dégâts matériels sont impressionnants. Dans le nord de l'Oklahoma, beaucoup ont vécu ce début de semaine la peur au ventre. Juliette Lacharnay. Wow, man! It is just right in this field, right over here, right next to us. Celui qui filme et qui parle n'est pas là par hasard. C'est un chasseur de tornades. Le long de cette route du Kansas, il la suit sur son chemin dévastateur. Sur la route devant nous. Regardez. Suffisamment puissante pour renverser ce camion. Ce phénomène a un nom, la saison des tornades. Chaque année aux États-Unis, elle commence en février, mais atteint son pic au mois de mai. Elle touche principalement le centre du pays, parsemé de grandes plaines et points de rendez-vous du chaud et du froid. On a au printemps des conflits de masse d'air encore extrêmement puissants entre de l'air chaud humide en provenance du golfe du Mexique qui commence à remonter en direction des grandes plaines et puis de l'air encore froid qui descend du Canada ou du nord des États-Unis. Lorsque les deux cellules se rencontrent, une grosse masse orageuse se forme. Sous le nuage, l'air froid descend et l'air chaud monte. Les deux courants s'enroulent l'un autour de l'autre pour former la tornade. Le phénomène ne dure que quelques minutes, mais les vents peuvent dépasser les 400 km/h. La saison des tornades touche une vingtaine d'États, du Texas au Dakota du Sud, en passant par l'Illinois et le Missouri. En 2011, le Missouri a été ravagé par une tornade ne laissant rien sur son passage. En 38 minutes, elle a tué 136 personnes. Chaque année, les États-Unis sont touchés par un millier de tornades, toutes classées sur une échelle de 0 à 5, en fonction de la force des vents et de l'importance des dégâts engendrés. Selon les instituts météorologiques, il n'y aurait pas plus de tornades qu'autrefois, mais le développement des zones urbaines augmente la probabilité d'accidents, avec à la clé plus de dégâts, plus de victimes. Au total, près de 44 millions d'Américains sont concernés. On reste aux États-Unis avec cette annonce que personne n'attendait. À l'occasion de la remise des diplômes des étudiants de l'université Morehouse à Atlanta, des cris ont fusé dans l'Assemblée, des cris de joie lorsque le premier intervenant de la cérémonie, l'Afro-Américain le plus riche du pays, a pris la parole. Robert F. Smith a annoncé aux 396 universitaires qu'ils soldaient l'intégralité de leurs dettes étudiantes. Le coût faramineux de la formation universitaire dans le pays, ainsi que le nombre croissant de personnes dans l'incapacité de rembourser, ont fait de la question de ces prêts une affaire nationale. C'est ce que nous racontent tout de suite Bilal Tarabeh et Inès Olagaray. La cérémonie de remise de diplôme est une étape clé dans la vie d'un jeune Américain. Mais ces étudiants ne s'attendaient pas à une telle surprise. Au nom des 8 générations de ma famille qui ont vécu dans ce pays, nous allons mettre un peu d'essence dans votre bus. Ma famille va faire un don pour couvrir vos prêts étudiants. Chez ces 400 étudiants, c'est l'explosion de joie. Le don de ce milliardaire s'élève à plus de 35 millions d'euros, soit le montant de tous leurs frais de scolarité cumulés. Au lendemain de la cérémonie, Brandon, jeune diplômé, n'en revient toujours pas. Ma dette étudiante s'élevait à près de 90 000 euros. J'ai une mère célibataire et on ne savait vraiment pas comment rembourser ses prêts. Donc vraiment, c'est la chose la plus géniale qui me soit arrivée. Le milliardaire a encouragé les étudiants à imiter son geste dans quelques années.
pour eux-mêmes aider les générations futures. Aux États-Unis, le montant de la dette étudiante s'élevait à plus de 1 340 milliards d'euros en 2018. En moyenne, chaque étudiant doit rembourser 33 000 euros à la fin de ses études. Plus de 44 millions de jeunes Américains sont concernés. Le sujet de la dette étudiante s'est invité dans la pré-campagne pour la présidentielle américaine de 2020. Bernie Sanders, mais surtout Elizabeth Warren, en ont fait l'un des thèmes phares de leur programme. Je suis pour une université publique gratuite et pour l'annulation des emprunts étudiants allant jusqu'à 50 000 $ pour 42 millions d'Américains. Ces coûts seraient couverts par ma taxe sur les richesses des ultra-riches. Une taxe de 2% qui concernerait les 75 000 familles les plus riches de ce pays. La dette étudiante ne cesse de s'alourdir aux États-Unis et menace l'économie américaine. D'après le think tank Urban Institute, près d'un tiers des étudiants pourraient se retrouver en défaut de paiement d'ici 4 ans. Ils se mobilisent pour défendre le droit à avorter. Après l'interdiction de l'IVG en Alabama, plus de 80 associations de défense des droits civiques et des droits des femmes ont lancé des appels à travers tout le pays. À l'heure où de nombreux États conservateurs légifèrent effectivement pour réduire les possibilités de recours à l'avortement, des milliers de personnes ont répondu présentes pour cette mobilisation, notamment à New York, ville à la pointe du mouvement. Reportage signé Céline Bruno et Jessica Lemassurier. C'est ici, au cœur de Manhattan, devant la Cour de justice de l'État, que se sont donnés rendez-vous des centaines de militants pour le droit des femmes, pour le droit à l'avortement, car il y a urgence, nous ont raconté ces manifestants. Je vous propose de les écouter. Je pense que c'est très dangereux. Je n'ai jamais pensé qu'un jour le droit à l'IVG serait remis en question. C'est un droit fondamental qui appartient aux femmes. Et c'est quelque chose que j'ai considéré comme acquis en grandissant. Et aujourd'hui, je veux faire en sorte que cela reste un droit pour ma fille et toutes les filles de son âge. C'est un droit dont on bénéficie depuis si longtemps. J'ai connu ça toute ma vie et je ne veux pas qu'on me le retire. Le président est notre chef et c'est un sexiste. Je pense qu'il encourage notre peuple à suivre ses idées comme si c'était normal. Mais ce n'est pas normal. Si on avait un chef qui protégeait les femmes, alors personne ne se battrait contre les droits des femmes, comme c'est le cas aujourd'hui. Si ces manifestants s'inquiètent, c'est parce que depuis le début de l'année, une dizaine d'États américains a voté des lois très restrictives concernant l'avortement. L'Alabama, la semaine dernière, a carrément supprimé l'IVG, même en cas de viol ou en cas d'inceste. Et ce n'est pas un hasard si ces États votent ces lois. C'est une initiative concertée des mouvements anti-IVG qui se sentent tout puissants avec une Cour suprême à majorité conservatrice grâce à Donald Trump. Car le but avoué de ces pro-life, c'est bien sûr de revenir sur la loi qui garantit l'avortement, une loi de 1973. Un bond en arrière pour certains États, un pas en avant pour d'autres. Chicago a désormais un nouveau maire, ou plutôt une nouvelle maire. Lori Lightfoot, son profil détonne avec les précédents. Une femme donc, afro-américaine, qui plus est ouvertement homosexuelle, une première dans l'histoire de la 3e ville du pays. Elle est surnommée Newcomer, soit la nouvelle venue. Cette ancienne magistrate âgée de 56 ans prend la place du démocrate Rahm Emanuel. Parmi ses rêves et ambitions, s'attaquer aux 2 principaux fléaux de la mégalopole, la corruption et les violences par arme à feu. Écoutez-la. Pendant des années, on disait que Chicago n'était pas prête pour une réforme. Eh bien, tenez-vous prêts. Le temps de la réforme est venu. Cette annonce à présent qui a pris tout le monde de court en Argentine. Alors que s'ouvrait cette semaine son procès pour corruption, Cristina Kirchner a détourné l'attention. L'ex-chef de l'État péroniste a surpris en annonçant qu'elle ne briguerait pas la présidence, uniquement la vice-présidence en octobre prochain. On s'attendait depuis des mois à une nouvelle candidature. Mounia Kassem. C'est avec le sourire que l'ex-présidente est arrivée au tribunal. Cristina Kirchner prend place sur le banc des accusés. La procureure lit l'acte d'accusation. Cristina Kirchner est accusée d'avoir agi en tant que chef d'une association illégale, comprenant d'autres responsables publics et ayant agi de manière continue pendant 12 ans dans le but de détourner des fonds publics. Accusée formellement de favoritisme dans l'attribution de marchés publics,
Cristina Kirchner dénonce sur Twitter une cabale politique. Il ne s'agit clairement pas de rendre justice. C'est un écran de fumée destiné à distraire les Argentins des choses essentielles et des difficultés que traverse actuellement notre pays. Un discours de femme politique en campagne. Présidente du pays de 2007 à 2015 après avoir été première dame, Cristina Kirchner n'a pas complètement renoncé au pouvoir. Samedi dernier, elle a officiellement annoncé sa candidature au poste de vice-présidente pour les élections d'octobre prochain. Un coup de théâtre alors que les sondages la donnaient favorite à la succession du président Mauricio Macri. En cas de victoire, elle deviendrait alors présidente du Sénat. Certains voient dans ces manœuvres un moyen pour la sénatrice de continuer à bénéficier de l'immunité parlementaire, d'autant qu'elle est accusée dans un autre dossier de blanchiment d'argent orchestré avec ses 2 enfants. Des affaires montées de toutes pièces pour ses partisans. Selon eux, Cristina Kirchner est victime de sa popularité. C'est du théâtre. Tout est fait pour la garder occupée, comme Lula au Brésil. Comme ça se passe à travers l'Amérique du Sud, où ils persécutent les présidents populaires. En Argentine, ce feuilleton politico-judiciaire aux multiples rebondissements tient en haleine tout le pays. À l'abri d'une détention préventive grâce à son immunité, Cristina Kirchner est ressortie libre de l'audience. Mais ce n'est pas le cas de ses proches mis en examen par la justice, tels que l'homme d'affaires Lázaro Báez, l'ex-ministre de la Planification Julio Devido et son vice-ministre José López. Ce dernier avait été arrêté de façon rocambolesque en juin 2016, alors qu'il tentait de cacher 9 millions de dollars en liquide dans un couvent près de Buenos Aires. C'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite.